Donc, nouvelle étape de la marche. Bravo à tous, hein, tous ceux qui marchent régulièrement. C'est une belle aventure. Et puis ce soir, donc on a, quand Béatrice vous a parlé du projet, David et moi, on a eu la même réaction, chacun de notre côté, de lui dire on voudrait parler de Fukushima. Donc on est là tous les deux, on va vous en parler tous les deux. Je me présente, David, tu te présenteras peut-être après. Donc moi je suis Caroline Amiel et j'ai eu l'opportunité de faire un voyage d'études à Fukushima avec une délégation des 3 CLI du Cotentin, la CLI d'Areva à l'époque, Orano aujourd'hui, la CLI de Flamanville et de Landra, en tant que conseillère régionale de Normandie, puisque j'ai été élue en 2015 et que dans le cadre de mon mandat, la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'aller siéger dans les différentes CLI, donc commissions locales d'information, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ces instances qui permettent à des citoyens, des associatifs, des élus, des personnels des installations nucléaires de se réunir, alors 2 ou 3 fois par an, ça dépend des CLI, pour avoir une information et toute la transparence possible autour des installations nucléaires. Et j'avoue que c'est une expérience assez intéressante parce que j'imaginais pas à quel point je serais sollicitée et le nombre de mails que je recevrais pour dire qu'il y a eu des petits incidents à droite à gauche dans les différentes installations. Alors bien sûr, je vous rassure, ils sont toujours classés 0 sur l'échelle de danger, hein. C'est toujours très très minimisé, mais il n'empêche que, voilà, au moins on est informé quand il y a n'importe quel petit pépin, plus ou moins important d'ailleurs, sur une installation, et les membres de la CLI sont informés, et je pense que c'est quelque chose qui existe, qui est très spécifique en France, et qui est intéressant. Alors, dans ce cadre-là, les CLI... alors, peut-être, David, je te laisse te présenter d'abord. Ah, vas-y. Bon. Et puis, alors, dans ce cadre-là, en 2013, l'Intercli du Cotentin, donc ces 3 CLI réunis, avait déjà fait un voyage à Fukushima pour voir comment on pourrait gérer, comment ils avaient géré l'accident. L'idée, c'était de faire un retour d'expérience et de se préparer dans le Cotentin, voir ce qu'il fallait améliorer, ce qu'il fallait changer pour tirer les expériences de Fukushima, puisque autant de Tchernobyl, ça avait bien sûr défrayé la chronique, mais il y avait quand même eu un discours assez ça ne pourra pas nous arriver, c'était parce que c'était une centrale russe, mais là les Japonais, ça a quand même vraiment interpellé, y compris le monde du nucléaire. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes partis, donc il y a 1 an, pour ce 2e voyage. Alors le 2e voyage, à la suite du premier, il y avait donc eu un travail de fait régulier en intercli, des groupes de travail qui ont écrit un livre blanc sur les installations du Cotentin pour essayer d'améliorer les choses, de changer, enfin quelque chose de vraiment intéressant. Et puis là, c'était d'essayer de voir 7 ans après, qu'est-ce qui se passe, surtout sur le plan économique, aller rencontrer donc des agriculteurs, des pêcheurs, rencontrer aussi des médecins qui avaient accepté de nous recevoir et puis voir un petit peu comment ça se passait pour les populations. Donc voilà, très rapidement, je vais vous montrer 4-5 illustrations de ces rencontres qu'on a faites et pour vous dire l'état des lieux, ce que j'ai trouvé il y a 1 an, c'est-à-dire c'était déjà 6 ans après l'accident. Et puis David, qui va régulièrement tous les ans au Japon et qui suit ça de très 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 près, vous parlera justement peut-être plus des perspectives. Quel avenir pour Fukushima? Enfin, bon, déjà, avec ce que je vais vous dire, vous allez comprendre que c'est un avenir relativement compromis. Alors, la première diapositive que j'avais préparée, c'était quelque chose qui illustre la terre contaminée. Ce qui m'a frappé quand on est arrivé là-bas, on circulait en bus. Bon, alors on circule en bus et sur la route, on a des panneaux. Au lieu d'avoir des panneaux de signalisation, vous avez des panneaux où on affiche la radioactivité. Bon, d'accord. Elle n'est pas très forte, c'est sûr qu'ils ont gratté, ils ont fait le choix sur tout le territoire qui a été contaminé, il y a quand même un territoire d'un rayon de 80 km qui a été,
il y a eu des retombées. Hein, donc, en surface, je ne sais pas si on a su à un moment exactement combien il y avait. Enfin, il reste encore beaucoup de 350 km² contaminés aujourd'hui et avec exclusion de la population. Mais en tout cas, il y a eu des retombées jusqu'à 80 km au nord-ouest de la centrale. Et donc, les Japonais ont pris le parti de gratter sur 5 cm la couche de terre qui avait été contaminée et de bâcher. Vous voyez, ce que vous voyez là, c'est des ensachages de terre. Et donc, ils ont accumulé comme ça 20 millions de tonnes de terre contaminée. Et si vous regardez, il y a des petites vidéos qui ont été faites sur des vidéos de France 3 qui s'appellent Des Manchois à Fukushima. Vous verrez, on voit la vidéo, parce que là, l'image est stagnante, mais quand vous voyez le car qui avance et que vous avez ces images-là sur 3-4 km d'affilée, c'est assez impressionnant. Alors, donc ça, c'est le stockage provisoire. Ils ont gratouillé autour et puis ils ont mis comme ça, ils ont ensaché, puis ils ont mis sous des bâches. Et puis après, ils envisagent de faire un stockage intermédiaire, c'est-à-dire de regarder un petit peu ce qui est encore contaminé, de les mettre dans des zones, les transporter. Ils envisagent, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas s'ils vont pouvoir le faire, mais... Et puis finalement, peut-être de trier un petit peu les terres dans un deuxième temps. Et puis après, un stockage définitif. Mais le stockage définitif, il est prévu pour dans 40 ans seulement. Hein. Donc déjà, là, cette image-là, qui représente les terres de la province de Fukushima, c'est des images qui vont rester des bonnes dizaines d'années. Hein. Donc, là. Donc les projets dont ils nous ont parlé, et je ne sais pas s'ils vont finir à le faire, toujours très très optimistes, avec beaucoup d'énergie. Les Japonais, ils n'ont pas du tout baissé les bras, hein, ils ont vraiment réagi comme il fallait, déjà pour réparer tout ce qui a été dû au tsunami, et puis ça c'est relativement facile, entre guillemets, hein, on reconstruit. Mais en revanche, ils sont un petit peu bloqués sur réparer ce qui est dû à la contamination et à l'accident nucléaire lui-même, parce que là, il y a des choses qui dépassent les possibilités techniques. Donc, ils essayent de construire des usines où ils vont brûler la terre pour récupérer le césium. C'est pas la terre, c'est les déchets. Les déchets, ouais, les déchets organiques. Oui, oui. Les arbres, les branches. Voilà, les branchages. Alors, les forêts sont très, très contaminées. Et là on ne peut pas faire grand-chose, à part interdire l'accès dans les bois et les forêts. Or, c'est une région qui est très, très boisée. Et puis, éventuellement, donc, s'ils arrivent à mettre au point ces usines de décontamination, réemployer la terre ainsi dépolluée pour des travaux de voirie. Enfin, bon, ça, c'est toujours... c'est des plans. Et de toute façon, pour la culture, ils ont été obligés d'importer de la terre non contaminée pour redémarrer un petit peu l'agriculture. Alors Fukushima, c'est une région très agricole, on en parlera tout à l'heure, et du coup il a fallu aussi justement rapporter de la terre. En ce qui concerne les populations, les chiffres qui ont circulé, c'était 18 446 morts, mais bon, voilà, plus ou moins, enfin, cet ordre-là. Morts et disparus, alors on aime bien dire, certains aiment bien dire qu'il y a très peu de morts dues à l'accident nucléaire lui-même, c'est-à-dire des irradiés, etc. Il y en a eu moins évidemment qu'à Tchernobyl, mais il n'empêche qu'il y a eu quand même, dans les déplacements, des personnes, il y a eu un vent de panique total, hein, donc... et des personnes hospitalisées qui ont été déplacées et puis qui n'ont pas survécu, et puis voilà, et de toute façon il y a eu une fuite des populations assez incontrôlée. C'est ce qu'on a entendu beaucoup en rencontrant les élus, qui nous ont dit, franchement, il y a le maire d'Itate qu'on a rencontré, dernière question, on lui a dit, vous avez géré les réfugiés dans votre village, si vous aviez un seul conseil à nous donner, nous, dans le Cotentin, pour gérer un accident nucléaire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Et il nous a dit, agrandissez vos routes et partez. C'était, bon, il l'a dit, c'est sorti tout seul, mais bon,
Et donc, pour l'anecdote, la dernière fois que j'ai entendu parler le préfet de la Manche aussi devant la commission d'enquête parlementaire qui est venu parler de sécurité nucléaire le mois dernier dans le Cotentin, le préfet lui-même dit de toute façon, le problème, c'est que dans le Cotentin, les populations, on a beau faire des plans de prévention des risques et leur dire ce qu'il faut faire, elles vont faire l'inverse. Donc, de toute façon, ça va être la panique et ça va être. Il n'a pas dit le boxon, mais en gros, c'était ça. J'ai regretté de ne pas l'avoir enregistré parce que c'était quand même assez étonnant de la part d'un préfet d'avouer que de toute façon, d'emblée, il pensait qu'on n'arriverait pas à gérer parce que l'idée, c'est que les populations restent confinées. Et qu'en fait, c'est pas le réflexe. C'est pas le réflexe. Quand il y a un accident technologique, le réflexe, c'est de vouloir fuir, alors qu'en fait, il faut rester confiné. Donc, ça sert à rien. De rester confiné. Ouais, on verra après, mais bon, en fait, voilà. Le fait, c'est ce qui est prévu dans les plans de prévention des risques. Non, on est mieux dans la maison que dans la voiture, concernant les embouteillages. On est mieux protégé par une maison. Pour 24 heures, mais après. Oui, mais de toute façon, le plan d'urgence, c'est une demi-journée maximum de confinement. Et après. Voilà. Donc, pour les populations, il y a, de toute façon, après, il y a les familles éclatées. Ça, on a essayé d'avoir... on a eu une rencontre avec une sociologue à la fin de notre voyage. La rencontre avait été organisée par les organisations, les associations antinucléaires qui étaient présentes dans le voyage. Il y avait le Crilan, il y avait Greenpeace, il y avait l'Accro, et puis je faisais le 4e larron. Et donc évidemment, le reste de la délégation a un petit peu boycotté cette rencontre. C'est la seule rencontre où il n'y a pas eu la totalité des gens de la délégation, parce que la sociologue juste voulait nous parler des populations et de l'état de déshérence et de désespoir des populations, et des familles éclatées, enfin, disons des effets secondaires qui sont très importants, parce que la société est complètement déstructurée après un accident comme celui-là. Alors, il mise sur le retour des populations, donc sur un certain nombre de territoires, sauf dans les 10 km autour de la centrale. Mais en fait, quand on a rencontré aussi les élus, alors c'est un des moments où j'étais le plus émue. Il y avait des reconstructions formidables, des crèches, des salles des fêtes, des choses merveilleuses qui attendaient les populations. Mais les maires, c'était vraiment la semaine avant l'autorisation de retour des populations, et ils attendaient. Là, c'est 15 à 17% de volontaires. Et en fait, que des personnes de plus de 50 ans. Les jeunes ne reviennent pas, les familles ne reviennent pas. Ceux qui reviennent, c'est des personnes un peu plus âgées qui se disent que de toute façon, leur vie, maintenant, ils l'ont faite. Et ils ont envie de finir leur vie là où ils sont nés et de ne pas abandonner leur maison. Donc, ils reviennent. Mais voilà, pas du tout avec ce qui est prévu. Donc, sur la photo, ce qui est illustré, c'est les baraquements qui ont été assez vite mis en place pour les réfugiés. Et donc, il y en a sur plusieurs kilomètres aux alentours de la centrale, enfin entre les 30 et les 80 kilomètres, voilà, dans les zones qui sont un peu moins contaminées, où on les avait évacués, et puis il y a eu ces baraquements. Et quand on y était, ils étaient encore pleins. Enfin, il y avait encore plein de familles qui vivaient là, dans des conditions à l'abri, mais c'est quand même très très petit, sommaire, et puis c'est pas chez eux, quoi, tout simplement. Alors, l'agriculture, on a rencontré une coopérative à Miamisoma, donc toujours Miamisoma, donc toujours dans la direction qui avait été contaminée, hein. Et là, vraiment une initiative privée d'agriculteurs qui ont eu envie de relancer l'agriculture, mais finalement, ils ont pu recultiver à peu près 30% de leurs terres, hein, avec la terre de remplacement. Et donc l'année dernière, ils étaient qu'à 10% de la production qu'il y avait avant l'accident. Donc de toute façon, et puis c'est une agriculture particulière où il n'y a plus un seul élevage, avec un manque de main-d'œuvre énorme puisque les jeunes ne sont pas revenus, puis il n'est pas question qu'ils reviennent. Et puis avec la contrainte du contrôle de la radioactivité, de toutes les denrées qui ont été, enfin c'est essentiellement du riz, mais voilà, des légumes. Donc
dans la coopérative, en fait, il y avait des appareillages Areva d'ailleurs pour qu'ils puissent contrôler la radioactivité de leur denrées. Et puis la difficulté, c'est pas seulement de la volonté, ils l'ont, mais ils n'ont pas les acheteurs parce qu'il y a un énorme boycott sur tout ce qui provient de Fukushima, ce qu'on peut comprendre. Donc en fait, voilà, je sais pas, David vous dira où on en est aujourd'hui, mais de toute façon, à un an près, je pense que ça n'a pas énormément bougé. Et c'est très difficile de relancer l'agriculture. Idem pour la pêche. Je dirais que c'est encore peut-être plus important parce que le nuage, on a vu, le nuage est passé un petit peu. Et là, j'ai pas trop suivi moi les polémiques sur la contamination du poisson, mais alors ce qui est flagrant, c'est que là encore, il y avait une flotte, mais il y avait des bateaux, mais alignés comme ça, avec pas de pêcheurs. Mais bon, en fait, tous ceux qui ont perdu leur bateau, TEPCO a repayé les bateaux. Hein, donc il y a beaucoup de, j'allais dire, de cadeaux faits entre guillemets pour essayer de minimiser les conséquences de l'accident. Mais c'est pas le tout d'avoir des bateaux flambant neufs. En fait, c'est pareil, ils étaient à 8% de leur production d'avant l'accident, donc 7 ans après l'accident. Donc voilà, on les a rencontrés aussi et ils étaient pleins d'énergie. Mais moi, ça m'a mis très mal à l'aise parce que j'avais l'impression que c'était un peu l'énergie du désespoir, hein, à chaque fois ce qu'on voyait. Et puis, on a rencontré les médecins. Alors là, les médecins, ça a été très très compliqué d'avoir même s'ils nous avaient reçus, il y a l'hôpital de Fukushima qui a un service de traitement post-catastrophe. Je dis c'est déjà le service traitement post-catastrophe, ça fait très très plaisir. Et puis, en fait, sur les pathologies de type physiologique, atteinte des thyroïdes, etc., on a eu beaucoup de mal à avoir des chiffres. Le médecin responsable de ça est quand même un grand spécialiste avant de travailler sur cette thématique à Fukushima, il était spécialiste de la surinterprétation des cancers de la thyroïde. Donc il nous a expliqué que de toute façon, avec les méthodes actuelles, on diagnostiquait beaucoup trop de cancers de la thyroïde et qu'on faisait beaucoup trop d'opérations et que il faudrait en faire beaucoup moins. La seule chose qu'ils ont vraiment reconnue, c'était tous les effets sur la santé mentale. C'est-à-dire en haut, donc ça illustre la diapositive qu'ils nous ont montrée sur l'atteinte des enfants qui ont des troubles comportementaux, superactivité, voilà, capacité à se concentrer, etc. La diapositive d'en dessous, c'est les taux de dépression, très importants. Là, ils reconnaissent qu'il y a une augmentation du taux de dépression dans la province de Fukushima par rapport aux autres provinces japonaises. Et puis les taux de suicide. Alors les taux de suicide, on en avait déjà entendu parler quand on avait été rencontrer les différents maires qui nous disaient que ces populations qui reviennent pour revenir dans leur maison, eh ben, ils reviennent dans leur maison mais ils retrouvent un village mort. Ils n'ont pas leurs enfants, ils n'ont pas leurs petits-enfants et en fait il reste quelques semaines, quelques mois, mais il y a beaucoup de suicides chez les personnes âgées, même au moment après qu'elles soient revenues. Voilà, donc franchement un constat qui était très 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 mitigé, enfin très, pour moi, catastrophique sur le plan d'un avenir possible dans une région avec une catastrophe nucléaire. Ce qui était frappant, c'est que le reste de la délégation n'a vu que l'énergie des Japonais, les prouesses technologiques, et à un moment ça bloquait, quoi. Ils ne voyaient pas la suite, donc on avait des dialogues de sourds. Nous on continuait à dire vous voyez, la vie n'est pas possible après un accident nucléaire, et puis le milieu du nucléaire nous disait si bien sûr, regardez, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'huile de coude, on y arrive, et ces gens sont formidables. Et ça s'est soldé par le fait que les CLI du Cotentin ont reçu les gens de TEPCO, sans prévenir personne d'ailleurs, pour montrer le fonctionnement d'une CLI, comment ça se faisait et tout ça. Donc nous on était un petit peu interloqués de se dire quand même recevoir, pas en grande pompe, mais enfin recevoir
TEPCO, on aurait aimé être informé. Et après, quand le Krilan a organisé la venue de l'ex-premier ministre japonais dans le Cotentin, et ben, on a vu personne d'autre des membres d'ECLI qui est venu saluer ce maire très très courageux, qui est devenu antinucléaire du jour au lendemain quand il a eu un Premier ministre, pardon, qui est devenu antinucléaire en un jour quand il a vu que ben, voilà, ce en quoi il croyait pouvait devenir une telle catastrophe. Voilà. Bon, j'étais un petit peu longue déjà, une fois de plus. Donc David, je te laisse parler. Donc, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Je suis David Boyer, le président de l'ACRO, qui est l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Donc l'ACRO avait déjà des contacts avec le Japon avant même l'accident. Donc dès l'accident le 11 mars 2011, la semaine qui a suivi, on a lancé une souscription pour ouvrir un labo similaire au nôtre au Japon. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a récolté à peu près 100 000 euros, dont 60 000 de la région Île-de-France. Et avec ça, on a ouvert un labo dans la banlieue de Tokyo qui fait des analyses et qui fait à peu près la même activité que nous et avec lequel on est toujours en contact serré et qui est en pleine expansion, qui reste très actif encore maintenant. Donc ça c'est la première action à Fukushima. Et la deuxième action, c'est un suivi de la catastrophe. Donc on a un site internet dédié, un blog, c'est fukushima.u.org, et vous pouvez suivre la catastrophe. Et au début, il y avait plusieurs blogs français qui faisaient ça. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, c'est le nôtre. Et il y en a un en anglais aux États-Unis, et il y a très peu de blogs qui font ce travail de suivi au niveau de la planète, en tout cas que je connaisse. Donc ça, c'est les actions au jour de l'ACRO à Fukushima, et plus de nombreux rapports qui ont été rédigés, notamment pour Greenpeace et d'autres organisations. Donc pour ce qui est de la situation à Fukushima, donc à la centrale nucléaire, donc je vous rappelle qu'il y avait 6 réacteurs à la centrale de Fukushima Daiichi. Daiichi veut dire numéro 1. Et il y en avait 4 qui font 3 qui... Non, il y en avait 3 en fonctionnement et 3 arrêtés. Et les 3 en fonctionnement, il y a eu une catastrophe, c'est-à-dire fusion du cœur, la cuve percée et le combustible fondu, qui est une espèce de magma mélangé avec des débris, une espèce de lave radioactive qui a percé la cuve et qui est au fond de l'enceinte de confinement, qui est le coffre-fort. Donc ça, c'est une triple catastrophe nucléaire, et dans les 3 arrêtés, il n'y a pas eu de catastrophe nucléaire. Ce combustible, il faut toujours le refroidir, faudra le refroidir pendant des décennies, et donc TEPCO verse de l'eau dessus pour le refroidissement. Comme tout a été percé, cette eau, il n'y a plus de gain de combustible, donc cette eau est en contact avec la radioactivité, devient extrêmement radioactive, s'écoule dans les sous-sols des bâtiments réacteurs. Et les bâtiments réacteurs, en plus, TEPCO, quand ils ont construit la centrale, ils avaient érasé la falaise et ils avaient mis les réacteurs au niveau de la mer plutôt que les mettre en haut de la falaise. Et donc les sous-sols de la centrale sont traversés par la nappe phréatique. Et donc déjà avant la catastrophe, il fallait qu'ils pompent 1000 m3 par jour d'eau souterraine pour pas que le sous-sol soit inondé. Ça, au moment de la catastrophe, évidemment, les pompes sont tombées en panne, les sous-sols étaient inondés, il y avait l'eau du tsunami, la nappe phréatique, plus le jus de chaussettes là, qui coule et qui sert au refroidissement, qui se mélange à tout. Et donc tout le sous-sol, toutes les nappes phréatiques sont excessivement contaminées. Et donc TEPCO, qu'est-ce qu'ils font? Ils pompent l'eau des sous-sols, la décontaminent partiellement, en remettent pour le refroidissement, et le reste s'accumule dans des cuves. Et donc ils ont actuellement 1 million de mètres cubes d'eau contaminée dans des cuves qui attendent une meilleure solution. Et ça, tant qu'il y aura du combustible fondu dans les réacteurs, il faudra arroser, et il y aura ce jus radioactif qui va couler et qui va contaminer les sous-sols. Donc ils ont lancé une grande bataille. Il y a à peu près 7000 personnes qui travaillent sur le site de la centrale. Il y en a la moitié qui sont que pour gérer l'eau contaminée. Ça vous donne un peu l'ampleur de l'enjeu. Donc ça, c'est le défi numéro 1. Pardon ? C'est de l'eau douce. C'est de l'eau douce. Au début, c'était de l'eau de mer. Maintenant, c'est de l'eau douce qui est utilisée pour le refroidissement. C'est même en circuit fermé. Donc c'est de l'eau qui est partiellement décontaminée qui sert au refroidissement. Donc là, il n'y a pas. Donc ils ont mis des plans, ils ont pompé la nappe phréatique plus en amont pour limiter les infiltrations. Ils ont gelé le sol jusqu'à 30 mètres de profondeur tout autour des réacteurs accidentés sur 1,4 km. Donc en faisant circuler un liquide, de l'azote liquide, je crois, et donc tout est gelé.
Et avec ça, ils ont réduit les infiltrations, donc ils ont réduit la quantité d'eau pompée, mais ils en ont encore. Ils ont à peu près 1 million de mètres cubes d'eau contaminée. Leur idée est de le rejeter en mer à la fin. Mais pour le moment, tout le monde s'y oppose, donc la situation est bloquée. Il faut aller chercher ce corium, donc ce combustible fondu dans les réacteurs qui sont excessivement radioactifs. Donc, et il y a les 3 réacteurs où il y a eu accident. Le débit de dose à l'intérieur des réacteurs est tel qu'un être humain ne peut pas pénétrer. Donc tout doit être fait par des robots télécommandés. Le réacteur numéro 4 qui a subi une explosion d'hydrogène, mais le réacteur était vide, enfin la cuve était vide. Là, c'est des êtres humains qui ont démantelé, qui ont installé qui sont allés chercher les combustibles de la piscine pour la vider et ainsi de suite. Pour les 3 autres réacteurs où il y a eu fusion du cœur, impossibilité d'envoyer des êtres humains plus qu'une minute ou 2. Et donc tout est fait par des engins commandés. Ils ont envoyé des robots à l'intérieur des cuves pour prendre des photos et des vidéos. Donc vous trouvez des vidéos qui sont reprises sur notre site, vous pouvez aller voir, de l'intérieur des réacteurs. Et là, normalement, TEPCO devrait envoyer bientôt à l'automne un robot dans un des réacteurs pour aller gratouiller un peu ce corium au fond, pour voir si c'est solide, si c'est plutôt sableux, pour voir la consistance, et pour pouvoir concevoir les robots qui iront chercher le corium. Donc TEPCO, on est encore à développer la technologie qui va aller chercher la partie la plus radioactive des cœurs. Et en attendant, il faut continuer d'arroser. Et donc la compagnie dit elle-même qu'elle en a pour 30 à 40 ans pour démanteler et aller tout rechercher. Donc ça, c'est au niveau de la centrale. Donc c'est un défi, c'est 7000 personnes par jour à peu près, c'est un immense chantier. Et ils ont décidé de démanteler tout. Il y avait 2 réacteurs. Les réacteurs qui n'ont pas subi, enfin qui n'ont pas explosé, qui n'ont pas eu d'accident nucléaire, ont aussi été arrêtés définitivement. Et ils ont une autre centrale à 12 km au sud, qui est Fukushima Daini, avec 4 réacteurs. Ils ont décidé de l'arrêter définitivement aussi, donc il y aura ça à démanteler. Donc Fukushima est devenu un immense chantier de démantèlement, avec des milliers de travailleurs. Et dans les communes qui ont été évacuées tout autour, en fait, il y a maintenant des travailleurs qui habitent. Il y a des communes où c'est quasiment une population essentiellement masculine de travailleurs du nucléaire, qui ont leur bar à eux, leur quartier, leur restaurant, et qui ne se mélangent pas beaucoup avec les quelques populations locales qui sont soit restées ou qui sont revenues en fonction des communes. Et puis il y a aussi des développements de centres de recherche, il y a beaucoup d'argent, le gouvernement met énormément d'argent pour essayer de faire revenir les gens et de faire revenir de l'activité économique. Avec parfois c'est des éléphants blancs. J'ai visité cet été un centre de recherche, il n'y avait rien. Il y avait énormément d'argent, mais il n'y avait rien. Il y avait un labo, il n'y avait personne qui travaillait. 50 chercheurs, le labo était vide. J'étais assez surpris. Avec des robots, des trucs, ils ont refait une maquette d'un morceau de réacteur pour apprendre à le démanteler. Ils ont des parcours pour les robots pour essayer de les tester, tout ça. J'ai demandé qui est venu tester. Pour le moment, que des étudiants. Ils ont fait des concours de robots d'étudiants. C'est sympa, mais pour le démantèlement de la centrale, c'est pas très utile. Donc ça, c'est la reconquête. Maintenant, pour les territoires autour, donc il y a une grande différence entre Tchernobyl et Fukushima. Parce qu'à Tchernobyl, que ce soit pour le réacteur accidenté et les environs, on a abandonné. Donc même le réacteur de Tchernobyl, l'Europe a payé une arche qui doit recouvrir, en cas une arche par-dessus, qui a été construite par Vinci et Bouygues, payée par l'Europe, et qui doit tenir 100 ans. Donc si le sarcophage s'effondre, on n'aura pas de poussière radioactive qui vienne chez nous. C'était ça le but de l'arche. C'était pas de protéger les Ukrainiens, tout le monde s'en fout des Ukrainiens. C'était qu'il n'y ait pas un nouveau nuage radioactif à gérer en Europe de l'Ouest, dans l'Union européenne. Donc il y a une arche et on va attendre 100 ans et nos descendants décideront dans 100 ans de ce qu'ils feront de Tchernobyl. Et les territoires contaminés, les villages ont été rasés, les maisons enterrées, la zone est interdite et on attend. Le Japon, c'est une logique complètement opposée, où le gouvernement japonais a décidé de tout reconquérir des territoires. Tous, le moindre, et même les communes les plus contaminées, il va créer un petit oasis au centre-ville en décontaminant et en remettant un centre commercial et tout ça pour dire que la commune existe encore. Et donc c'est vraiment la reconquête absolue. Et donc il a divisé les territoires en fonction du niveau de dose, en zones de préparation au retour, de zones de reconquête, et puis il y a le dernier territoire le plus contaminé, c'est zones de retour difficile.
mais ce n'est pas zone de non-retour. Donc il espère que les gens rentrent. Et pour les territoires les plus contaminés, et en particulier les 2 communes qui abritent la centrale de Fukushima Daiichi, où 90%, plus de 90% du territoire est en zone de retour difficile, il prévoit en 2021, donc 10 ans après la catastrophe, de rouvrir sur quelques kilomètres carrés un centre-ville pour renaître, que ces villages renaissent et qui ne soient pas rayés de la carte. Donc il y a vraiment une décision, une obstination politique de tout reconquérir. Donc ça veut dire un chantier gigantesque. Vous avez vu les photos de Caroline. Donc c'est effectivement, quand on se promène à Fukushima, c'est une zone très rurale. La première chose qu'on voit, c'est ces montagnes de déchets partout, partout, partout. Et c'est assez impressionnant et on se rend compte. 20 millions de mètres cubes, ça fait des pleins de zéro, mais on a du mal à imaginer ce que ça veut dire. Et quand on se promène à Fukushima et qu'on voit ces déchets à perte de vue, là on comprend ce que ça veut dire. Donc il a dépensé des millions d'euros pour aller gratter la terre, couper les arbres autour de toutes les maisons, nettoyer frotter tous les toits, tous les murs, les rigoles, les égouts et tout ça. Tout a été nettoyé dans les zones, sauf des zones dites de retour difficile. Et les ordres d'évacuer ont été levés partout, sauf dans les zones dites de retour difficile. Donc voilà où on en est. Le taux de retour, alors ça dépend des communes, ça dépend du taux de radioactivité et du taux d'évacuation. Mais il y a eu donc à peu près 170 000 personnes évacuées. Maintenant, il y en a officiellement moins de 50 000, mais c'est des gens qui se sont réinstallés ailleurs, ne sont plus considérés comme personnes évacuées. Et le taux de retour, il est à peu près de 15% en moyenne, et ça varie de 4-5% à 80% en fonction des communes. Et donc même si le gouvernement a décidé, c'est vraiment de la décision verticale, sans la consultation des populations. Quand le Japon, les autorités japonaises organisent des réunions, c'est des réunions d'information pour convaincre la population. Donc ça s'appelle, ce que nous on parle d'un débat en japonais, ça s'appelle Setsumekai, et Setsumekai ça veut dire vraiment, c'est des réunions d'explication. Donc le gouvernement vient expliquer sa politique et il espère convaincre les populations. Ça ne marche pas bien. Alors il dit, je recommence, jusqu'à ce que les gens soient d'accord avec moi, je vais réexpliquer. C'est en gros la politique gouvernementale, et ça ne marche pas. De fait, les gens ne rentrent pas, donc effectivement, il y a là, il y a 15 jours, j'étais à Tomioka, il y a un centre commercial tout neuf, une zone où ils ont entièrement reconstruit une ville nouvelle avec que des maisons neuves, et elles sont vides. Donc il y a un argent fou qui a été mis là-dedans, dans la construction, et les gens ne rentrent très peu. Donc ça, c'est une façon de gérer qui est assez folle. Et puis, pour les déchets, donc ça a été le grand débat là. Donc maintenant, il n'y a plus, les ordres d'évacuer ont été levés partout. Donc tout le monde peut rentrer, sauf les territoires dits de retour difficile, où là, les gens ont reçu une indemnisation substantielle pour refaire leur vie ailleurs et se réinstaller ailleurs. Donc il n'y a plus de personnes, a priori, qui reçoivent des indemnisations, il n'y a plus de personnes évacuées, c'est terminé depuis un an. Et il n'y a plus d'indemnisation. Le gros, même si les gens ne sont pas rentrés, se sont réinstallés. Le gros débat, sujet maintenant, c'est la gestion des déchets issus de la décontamination. Donc c'est, pour les déchets organiques, l'idée est de tout incinérer. Il y a 22 incinérateurs de déchets en fonctionnement actuellement, soit des anciens incinérateurs pour les déchets ménagers, mais comme le village est vide, ils ont été retransformés en incinérateurs pour les déchets organiques, ou des nouveaux incinérateurs qui ont été construits. Les cendres radioactives vont être bétonnées, donc il y a des usines de bétonnage en place, des usines pour des fûts et ainsi de suite. Donc il y a toute une industrie du déchet avec des millions d'euros dépensés, et c'est toujours les mêmes compagnies qui gagnent à la fin. Pour la décontamination, c'est pareil, hein, les grands chantiers de décontamination. Donc dans les territoires évacués, c'est le gouvernement japonais qui était maître d'œuvre. Dans les territoires non évacués, c'est chaque commune qui se débrouillait et qui recevait de l'argent du gouvernement pour décontaminer. Il y a les 4 majors du BTP qui ont remporté tous les marchés de décontamination alors qu'ils n'avaient aucune expérience. Vous pouvez imaginer en France, Bouygues, Vinci, FA, je ne sais pas qui. Mais en revanche, ils pouvaient mobiliser une main-d'œuvre gigantesque rapidement avec des niveaux de sous-sous-sous-traitance jusqu'à 4-5 niveaux de sous-traitance.
et chaque niveau prélève une partie sur le salaire. Donc vous pouvez voir la prime de risque à la fin était très faible, et il y a même eu des scandales avec des SDF sur des chantiers de décontamination. Récemment, c'était des stagiaires vietnamiens qui se sont retrouvés, ils sont allés au Japon dans une espèce de compagnonnage et ils se sont retrouvés sur des chantiers de décontamination. Ça ne devrait pas leur servir au Vietnam, a priori. Le Vietnam n'a pas de centrale nucléaire, avait un projet, mais a décidé de ne pas se lancer dans le nucléaire. Donc, ce n'est pas le genre de formation très utile pour des apprentis vietnamiens. Mais il y a eu ça. Donc il y a un problème de main-d'œuvre. Et donc c'est les majors du BTP qui ont remporté tout l'argent. Dans l'incinération, vous voyez Mitsui, Mitsubishi, enfin les grandes compagnies habituelles qui ont remporté tous les marchés. Et le but est donc de brûler tous les déchets organiques. Et les terres, on ne peut pas les brûler, donc c'est de les amasser à un endroit. Donc pour le moment, elles sont réparties, même si elles commencent à être enlevées. Et le gouvernement a décidé, tout autour de la centrale de Fukushima Daiichi, sur 16 km², d'entreposer toutes ces terres radioactives. Alors les gens, ils ont dit, ah oui, mais vous avez dit qu'on allait rentrer un jour. Si vous mettez des déchets là, on ne pourra plus rentrer. Donc dans la loi japonaise, il y a marqué que c'est de l'entreposage provisoire pour 30 ans. Et dans 30 ans, tous ces déchets seront repris et stockés en dehors de Fukushima, parce que Fukushima a déjà souffert. Assez souffert. Où, personne ne sait. Comment il va convaincre les populations ailleurs d'accepter les 20 000 m3 de déchets de Fukushima? Personne ne sait. Et donc, pareil, le gouvernement organise des réunions d'explication où il espère convaincre les populations d'accepter un peu des déchets de Fukushima. Pour le moment, ça ne marche pas. Il n'a trouvé aucun site. Donc voilà où on en est pour la gestion des déchets. Et c'est vraiment... Et ils se rendent compte que ça ne marche pas. Donc la dernière idée, ça a été, eh ben, on va recycler. Donc une partie, même des cendres radioactives, plutôt. Donc à un moment, c'était de les mettre dans des fûts bétonnés. Et il y a entre Nara et Tomioka, donc Tomioka a été complètement évacué, Nara partiellement. Il y avait un centre de stockage de déchets industriels. Il est en train d'être complètement agrandi. Et l'idée d'aller y mettre les cendres radioactives qui sont en dessous à moins de 100 000 becquerels par kilogramme. Entre 8 000 et 100 000 becquerels par kilogramme dans les fûts bétonnés. Les mettre là. Donc là, ils sont en train d'aménager ici, de creuser toute une vallée qui va devenir un dépotoir pour les déchets radioactifs, les plus radioactifs, les cendres. Pour les terres, donc pour le moment, c'est de les entreposer dans un rayon sur 16 km² autour de la centrale. Et après, une fois qu'elles seront passées en dessous de 8000 becquerels par kilogramme, de les recycler pour faire des digues, pour faire des routes, et de les redisperser partout sur le territoire. Donc ça, c'est une idée qui est complètement folle. C'est à l'opposé. La gestion des déchets, quels qu'ils soient, radioactifs ou pas, il y a deux logiques. Soit on disperse, et on espère que ça se dilue le plus vite, plus rapidement possible. Donc ça, c'est le pot d'échappement de la voiture. C'est la cheminée, c'est tout ce genre de déchets. Soit on les isole de la biosphère, s'ils sont dangereux, on les isole de la biosphère et on essaye de les garder isolés le temps qu'ils soient dangereux. C'est ça les deux logiques. Et là, il les a rassemblés, concentrés, et l'idée est de les redisperser derrière. Donc c'est comme, ça servait à quoi de les rassembler si c'est de les redisperser derrière? Donc c'est une logique qui est complètement folle, qui est complètement... Et donc là, toutes les populations sont contre, donc il a fait quelques essais déjà de route et tout ça, et l'idée est de vérifier. Mais les calculs ont montré que, en fait, le seuil de libération au Japon, avant la catastrophe, était de 100 becquerels par kilogramme, il est passé à 8000. Donc ils ont relevé le seuil, et en dessous de 8000, c'est considéré comme non radioactif pour tout ce qui vient de Fukushima. Et ces terres, donc pour revenir aux 100 becquerels qui était le chiffre avant la catastrophe, il faut à peu près 70 ans. Qui aura la mémoire de ce que cette route a été faite en sous-sol? Le sous-sol de cette route est fait en terre radioactive de Fukushima. Qui s'en rappellera dans 70 ans quand il faudra creuser pour mettre une bouche d'égout, pour refaire des travaux, pour personne. Donc en plus, toute la mémoire va être perdue. Et donc l'idée est complètement folle actuellement du Japon. Donc le gouvernement doit donner son plan sur le recyclage cette année. Et même les cendres, il est en train de réfléchir, se dire, peut-être que si je les mets dans du béton, et que je mets assez de béton, peut-être que je peux prendre ce béton pour construire des ponts, pour construire des endroits ailleurs, plutôt que de le mettre dans des fûts et des centres de stockage. Et donc il envisage, même pour les cendres, de les couler dans le béton et de construire des ponts avec, des digues et tout ça.
pareil, redistribution, répartition des déchets. Donc ça, c'est le grand... Et là, c'est le grand enjeu des années à venir, je pense, pour Fukushima et les populations. Et d'ailleurs, cet été, là, donc j'étais à une réunion, un collectif national qui s'est monté au niveau japonais, justement pour la gestion des déchets, et on a eu 3 jours de séminaire à Iwaki, au sud de la centrale, justement pour quelle stratégie mettre en place et comment lutter contre cette politique complètement folle du gouvernement japonais. Donc ça, c'est l'autre, et c'est vraiment l'enjeu qui va venir là dans les années à venir. Donc voilà pour ce qui est des territoires autour. Autrement, c'est une belle région. Comme tu l'as dit, c'est 70% de montagnes et de forêts. Donc c'est assez sauvage. Et donc la forêt, juste pour terminer, c'est aussi une nouvelle idée qui est en train d'apparaître. La forêt a été décontaminée sur 20 mètres en lisière autour des villages, autour des habitations, le long des routes. Et si vous allez au-delà de 20 mètres, ce n'est pas décontaminé. Et donc on ne peut plus aller se promener. Il y avait toute une industrie forestière à Fukushima qui ne peut plus vendre son bois forcément et qui est en train de mourir. Et donc l'idée, c'est comment faire revivre l'industrie forestière japonaise. Et donc l'idée, c'est la biomasse. Donc de couper les forêts. Donc ils veulent raser, ils ont déjà commencé certaines montagnes, ils ont rasé toute la forêt, donc elle est chauve, et le bois est transformé en pellets qui va être envoyé dans des usines à biomasse dans tout le pays et qui va être brûlé pour générer de l'électricité. Et donc un de mes amis est allé à l'Assemblée générale du syndicat des industriels de la biomasse au Japon. Donc ils ont expliqué, alors il était là, il a mis une cravate et tout, il était là incognito, il m'a dit que c'était assez effarant. Donc apparemment l'investissement dans la biomasse est très rentable, parce que le tarif de rachat c'est l'électricité verte, donc excellent tarif de rachat. Le rendement est très bon, le retour sur investissement il est en 3-4 ans, donc c'est une très bonne affaire. Le seul problème c'est le combustible. Donc soit on récupère du bois de recyclage et tout ça, et on va brûler des déchets, mais le rendement n'est pas très bon. Soit on importe du bois, donc en gros ça va être l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est, soit, ce qu'ils ont dit, en fait il faut voir les forêts un peu comme l'agriculture, et on va cultiver les montagnes. Et les champs, ils sont en hiver, ils sont à nu l'hiver, et puis après on les replante l'année suivante. Et bien les forêts, c'est pareil. Ça a été l'argument principal, sauf que les champs c'est un cycle d'1 an, une forêt c'est un cycle d'un siècle. C'est pas tout à fait pareil, mais apparemment c'est ça. Donc on voit à certains endroits, comme Tamura, des montagnes qui ont été entièrement rasées, et c'est la nouvelle gestion. Et donc les forestiers ont des primes gouvernementales pour ça, vendent leur combustible, et après, de toute façon, comme il n'y a plus de jeunes, l'industrie forestière, elle est sinistrée, et il n'y a pas la relève derrière, mais en attendant, ils empochent énormément de subventions, et le bois est réparti dans tout le Japon pour brûler la biomasse et faire de l'électricité verte. Donc ça, c'est la nouvelle mode pour la gestion des déchets. Mais la cendre est radioactive. Oui. Oui, oui. Il y a des filtres. Il y a des filtres, et donc il y a aussi... Mais aussi. Normalement, il y a des filtres, mais il y a la taille des particules, et ce n'est pas les filtres de haute efficacité qu'ils utilisent. C'est un peu comme ça ressemble à... C'est des back filters, c'est un peu des sacs d'aspirateurs. Dans le système, ça ressemble un peu à des sacs d'aspirateurs qui laissent passer les microparticules les plus fines, qui sont les plus nocives. Tout à fait. Donc il y a aussi, même si ce n'est pas radioactif, il y a déjà ce problème de microparticules, parce qu'ils ne prennent pas des filtres haute efficacité. Donc, les associations sont en train de travailler là-dessus, et c'est aussi un des enjeux sur lesquels ce collectif qui vient de se monter au Japon est en train de travailler, aussi bien sur la filière biomasse que sur l'incinération des déchets et la gestion des cendres radioactives derrière. Et de tout ce qui est... Un mot de conclusion peut-être et puis après on passe au débat. Oui, moi j'ai terminé. Donc la catastrophe, la conclusion, ça ne fait que commencer.